On va parler de santé avec un autre professionnel de santé que vous connaissez sans doute, le docteur Koupaï, et qui va elle aussi effectivement essayer de nous faire passer des messages de manière simple sur des sujets qui sont pourtant compliqués. Le docteur Koupaï, elle est spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition, et elle va nous parler des différents types d'obésité. On l'écoute. Bonjour, donc je suis le docteur Muriel Koupaï, je suis médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition. C'est la spécialité qu'on appelle EDN et je suis plus spécialiste de l'obésité depuis 2002, c'est-à-dire déjà depuis 20 ans. Je travaille actuellement sur 2 sites au niveau de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Le premier, c'est à l'hôpital Louis-Maurier de Colombes et le deuxième à l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris. Ces 2 sites sont complémentaires pour la prise en charge de mes patients puisque à Colombes, je prends en charge surtout les personnes qui ont une obésité qu'on appelle commune ou polygénique, c'est-à-dire qu'en fait, l'obésité n'est pas liée à une anomalie génétique, mais une interaction entre l'environnement qui peut être défavorable et certaines anomalies génétiques qui n'ont d'ailleurs pas toutes été identifiées. Et à la Pitié-Salpêtrière, je prends en charge les patients qui ont une obésité dite génétique. Donc cette fois-ci, l'obésité est liée à une mutation dans un gène et cette mutation va être responsable de l'obésité. L'environnement va avoir un rôle mineur par rapport à l'impact de la génétique. Je suis également présidente de l'AFERO depuis 2020 et en dehors du soin aux patients, j'ai fait pas mal de travaux de recherche clinique dont l'objectif de ma recherche, c'est vraiment d'améliorer la qualité des soins, à la fois pour les personnes en situation d'obésité dite commune et les personnes avec obésité génétique, notamment les adultes qui présentent un syndrome de Prader-Willi, qui est une maladie génétique rare, mais dont la prise en charge est extrêmement complexe. Alors, elle dit plein de choses très intéressantes, Madame Koupaï, et notamment elle parle des obésités, alors qu'en général on parle de l'obésité comme s'il n'y avait qu'un seul type d'obésité, donc en réalité finalement il y en aurait plusieurs, c'est bien ça? Alors, oui, je trouve qu'elle résume très simplement des concepts qui sont nouveaux. En 1994, on a pour la première fois montré qu'il y avait des molécules susceptibles de participer à la genèse de l'obésité chez des souris qui étaient déficientes en un gène. Alors ce n'est pas tout à fait la population des personnes dont parle Muriel Koupaï, mais c'était le concept qu'un gène avec une anomalie est susceptible de modifier la régulation de la prise alimentaire pour la dérégler complètement, entraîner un grand trouble des conduites alimentaires et entraîner une prise de poids. Un seul gène. C'est très rare. Mais on faisait là un lien entre quelque chose de très très biologique, vous voyez, le gène abîmé et la prise de poids. Finalement, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas du tout égaux les uns et les autres par rapport à la prise de poids. S'il y a effectivement une déficience au niveau d'un gène, certaines personnes vont être susceptibles de prendre beaucoup plus de poids que d'autres. Et très tôt dans la vie. Et très tôt. Et ce que dit aussi Muriel Koupaï, c'est que d'autres personnes ont quelques petites anomalies qui prédisposent à ce que le corps fonctionne différemment et dans un environnement donné vont gagner du poids. Et ça, on l'a bien vu par exemple en Asie du Sud-Est. Il y a au moment de la transition économique des populations qui avaient une alimentation très traditionnelle, qui fabriquaient leurs aliments, donc qui étaient très actifs, qui n'avaient pas accès à une alimentation très industrialisée, occidentalisée, etc., avec une incidence de l'obésité qui était très faible. Et dès que l'environnement alimentaire a changé, dès que l'environnement d'activité physique a changé, alors on a vu émerger beaucoup plus de personnes obèses de façon très variable d'une famille à l'autre. C'est bien, vous voyez, l'illustration de « j'ai une prédisposition, elle va s'exprimer dans un environnement », ou elle ne va pas s'exprimer dans un environnement. Alors j'ai pris l'exemple de l'Asie du Sud-Est, mais c'était pareil pour les Asiatiques qui sont allés aux États-Unis, etc. Donc on voit bien la différence entre les
entre les personnes. Est-ce que quelque part cette approche, enfin ces explications, elles sont un peu déculpabilisantes parce que vous le disiez tout à l'heure, vous disiez on a tendance à dire aux personnes en situation d'obésité vous avez qu'à moins manger, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comme vient de l'expliquer le professeur Ritz, il y a des anomalies, il y a des prédispositions. Est-ce que c'est des éclairages qui peuvent être déculpabilisants, si j'ose dire, pour des personnes en situation d'obésité? Alors je vais vous dire oui, mais 5 minutes quoi. C'est-à-dire qu'on va se dire oui, mais le poids de la société, le regard de la société au quotidien, tous les jours, est tellement lourd, est tellement omniprésent, qu'au final, la culpabilité, elle est toujours là, en fait. Même si vous dites « je ne suis pas responsable de tout », il suffit que, on reparte en se disant on se redresse la tête et voilà, on va faire ce qu'il faut pour continuer à maintenir le cap et surtout à rester dans un système de santé. Parce qu'on a beaucoup de patients qui sortent du système de santé, qui ne voient plus un médecin parce qu'ils ont perdu la foi, j'ai envie de vous dire. Et là, effectivement, c'est les paramédicaux. Moi, je dis toujours, allez voir votre pharmacien. C'est le premier, finalement, professionnel de santé qui est en capacité de vous remettre en confiance avec les médecins pour pouvoir retourner dans une prise en charge. Et je le redis, on a la chance d'être en France. On a la chance d'avoir des gens de qualité. Il faut juste réussir, par rapport à nos spécificités, à leur mettre le grappin dessus, j'ai envie de dire, et puis plus les lâcher. Mais oui, et c'est en voyant des professionnels de santé qui vont avoir un regard bienveillant, où là, on va se dire, on va s'accrocher à eux. Hein. Je dis toujours comme une moule à son rocher. Et puis, on ne va plus les lâcher. Vous dites quelque chose de très important, et on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans cette émission, c'est le nécessaire accompagnement, le nécessaire suivi et cette nécessaire bienveillance, effectivement, pour éviter que des patients ne se perdent dans la nature. Est-ce que vous aviez envie de réagir aux propos du professeur Ritz, et puis peut-être, pourquoi pas, de lui poser des questions complémentaires? Les patients disent toujours, en fait, et c'est finalement quelles sont les périodes dans la vie où on va être plus susceptible d'avoir du poids ou de prendre du poids. Parce que chez une femme, voilà, il y a des moments de la vie, vive les hormones, où effectivement c'est la grossesse, la ménopause, voilà, des petites choses très sympathiques, voilà, les joyeusetés féminines. Mais je pense que chez les hommes, il y a aussi des choses, et puis il y a l'aspect psychologique aussi, parce qu'on ne va pas gérer les choses de la même façon. Oui, je voudrais quand même dire une petite chose à ce que vous avez dit, Anne-Sophie, c'est, vous dites... oui, ça me rassure 5 minutes de savoir qu'il y a de la biologie qui interagit. Quelque part, comme dans toutes les maladies chroniques, il y a un processus de deuil de la santé qu'il faut faire. Si j'ai une maladie, je ne suis plus en parfaite santé. Ça paraît une tautologie, mais... Mais Patrick, d'où l'intérêt de la reconnaissance de l'obésité comme étant une maladie chronique. Et si c'est poussé par le président de la République ou si c'est poussé par l'Union européenne, j'en ai des frissons partout, excusez-moi, mais ça pose les choses. C'est-à-dire que la société va avoir un autre regard, à commencer par un regard bienveillant, en disant il ne cherche pas à être malade. Est-ce qu'on va accuser un patient qui a un cancer ou qui a une apnée du sommeil ou autre chose, en disant c'est de ta faute? Là, non. Ce que je voulais dire, c'est, une fois le deuil fait, une fois qu'on a accepté la maladie, alors on peut se battre. Oui. Il faut, mais on peut se battre parce qu'on ne croit plus qu'on est en bonne santé. Oui. Et ça, c'est vraiment important. Oui. C'est, je passe du stade de bonne santé à un stade de maladie et il va falloir que je me batte pour rester en meilleure santé possible, ne pas avoir les conséquences de la maladie. Alors maintenant, je réponds à la question qui m'était posée. Sur les moments de la vie. Sur les moments de la vie. Il y a beaucoup de moments. Si on prend un exemple qui touche les deux, l'arrêt de la consommation du tabac. On sait que cela entraîne une prise de poids de 3 à 5 kilos selon les études. C'est ce qu'on attend en moyenne. Mais ce qui est très important, c'est que des gens vont prendre très peu et des gens vont prendre beaucoup. Là, c'est également lié à une anomalie génétique. Ça s'explique également par de la biologie ou... Alors, peut-être qu'il y a une part de biologie, ça je ne le sais pas assez. Par contre, il y a des explications. Il y a des gens qui fumaient beaucoup et il se trouve que le tabac active les métabolismes
Et du coup, ils avaient une grande activation de leur métabolisme et que la chute de la consommation du tabac réduit ces métabolismes et facilite la prise de poids. Il y a des gens qui, quand ils fument, ont un comportement très addictif. Il leur faut beaucoup de cigarettes, presque tout le temps. Et on sait aujourd'hui, c'est un concept nouveau, qu'il y a des transferts d'addiction. C'est-à-dire que cette addiction-là, qui est une façon de chercher du plaisir, du réconfort, etc. Si je ne l'ai plus, je vais compenser par une autre. Ça peut être les jeux, ça peut être tout le temps sur mon téléphone, ou ça peut être un comportement alimentaire qui va devenir excessif, tourné vers certains aliments plaisir, etc. Donc le tabac, ça va toucher de façon diverse les personnes, entraîner une prise de poids qui va être variable, mais ça va toucher les deux genres. Ce ne sont pas que les hommes qui prennent du poids ou que les femmes qui prennent du poids. Après, il y a quand même, comme le rappelait Anne-Sophie, des moments de la vie d'une femme, la grossesse ou la ménopause, qui s'accompagnent souvent de prise de poids. Alors d'abord, il y a l'âge qui touche les deux, puisque les études montrent qu'entre 20 et 80 ans, la population française prend 10 kilos. Qu'on le veuille ou non, le poids augmente. Et ce n'est pas seulement un effet de les gens de 20 ans n'avaient pas beaucoup à manger, les gens de 80 ans en ont beaucoup plus. Non, on a une vraie tendance qui s'explique de façon biologique. Et puis, sur cette tendance, il y a des moments de la vie où les modifications hormonales vont entraîner des modifications métaboliques. La ménopause entraîne des modifications métaboliques, elle entraîne aussi une modification des comportements. Au moment de la ménopause, les femmes deviennent moins actives. Alors, elles peuvent décider de le rester, mais biologiquement, elles ont une tendance à être moins actives. La grossesse est une période où il y a une prise de poids naturelle, on dit quelque part entre 6 et 12 kilos, 6 minimum et 12 c'est bien, mais il y a des gens qui prennent beaucoup plus de poids que ça. Et si j'osais une plaisanterie, dans le sud-ouest, on dit que les hommes, parfois, au moment de la grossesse de leur compagne, épouse, ont la couvade, c'est-à-dire qu'ils gagnent du poids. Par solidarité, quelque part. Peut-être, par mimétisme, on va dire. Mais alors que la dame ne les perd pas, parfois le monsieur ne les perd pas. Et c'est ça la couvade. Alors, vous parliez tout à l'heure, Anne-Sophie, c'était touchant. Quand on a un bon professionnel de santé, on s'accroche à lui comme la moule au rocher. Et ça m'amène à vous poser la question de la prise en charge. Comment les patients obèses sont-ils aujourd'hui pris en charge? À quoi ressemble leur parcours de soins? Alors, ça dépend toujours de l'information qu'ils peuvent avoir. C'est le rôle des centres spécialisés obésité, ce qu'on appelle les CSO. Patrick, d'ailleurs, fait partie d'un CSO. Et ça faisait partie du plan obésité 2010-2013, où effectivement, avec le ministère de la Santé, a pris une décision en disant il faut faire quelque chose, comment on peut faire ce quelque chose. Donc effectivement, il y a eu la gestion, j'ai envie de dire, un petit peu des urgences. Et puis après, finalement, là, on est sur une écriture de la feuille de route obésité au ministère de la Santé, qui a pris du retard, comme vous le savez, comme tout le monde, avec le Covid, mais sur une prise en charge deuxième et troisième recours. C'est-à-dire que vous êtes en obésité ou en obésité massive, qui allez voir, pourquoi, sur quel professionnel on va vous orienter, etc. Et parallèlement à l'écriture de cette feuille de route, il y a les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui tracent aussi ce chemin-là et qui est en finalisation d'écriture et de validation. Ça permet aussi aux professionnels de santé de terrain, donc je pense aux médecins traitants entre autres, de donner un mode d'emploi, d'orientation, et puis à nous aussi associatifs, de l'autre côté, à transmettre cette information en leur disant, voilà, qui aller voir, comment, pourquoi. Mais surtout, et je reviens là-dessus, je suis un peu monomaniaque, mais l'obésité doit être reconnue comme une maladie parce que c'est une maladie, et que ce ne sont pas des pilules ou ce ne sont pas de la pub à la télé qui va vous faire que vous allez prendre en charge cette maladie.
C'est une prise en charge pluridisciplinaire. Alors Oui. justement, par rapport à cette prise en charge, vous en parliez tout à l'heure, professeur Ritz, ça suppose beaucoup d'écoute, une capacité effectivement à savoir vers qui adresser son patient en situation d'obésité. Et ça suppose que les professionnels de santé soient formés, soient suffisamment bien formés. Comment ça se passe au niveau de la formation pour que la prise en charge soit aussi optimale que possible? Alors moi, je vais être un peu retors sur le sujet, mais c'est qu'effectivement, les professionnels de santé en fac de médecine, mais j'ai envie de vous dire aussi les paramédicaux, ne sont pas, voire peu formés. Et en fait, il est là aussi le bas qui blesse, c'est qu'ils font comment ces pauvres professionnels de santé lorsqu'ils ont des patients qui sont en détresse et qui mettent leur vie en détresse pour les soigner. C'est-à-dire que vous créez de la frustration aussi bien chez le patient que chez le soignant. Médecin, Et effectivement, moi, je me revois dans un cours à la Sorbonne où j'interviens sur la vulgarisation et des échanges entre patients et médecins. Et les médecins me disent, mais moi, je suis démunie. Je suis démunie. J'ai dit, mais dites-le à votre patient que vous êtes démuni et que vous allez tout faire pour pouvoir l'aider. Et que ça va être un travail d'équipe, mais que vous allez vous renseigner parce que au niveau de votre carnet d'adresses, il y a très certainement un des collègues qui va pouvoir vous aider, vous aiguiller, etc. Mais qu'il faut que vous gardiez aussi le lien avec ce patient parce qu'il est capital. Il est capital parce que lui va récupérer toutes les informations et va vous suivre. Et si le patient est bien avec vous, gardez ça. Parce que le patient, s'il a trouvé un médecin, il n'a pas envie de le lâcher. Vous avez ce sentiment, vous aussi, professeur Ritz, que certains professionnels de santé peuvent être démunis et que la formation n'est pas toujours optimale? Vous partagez ce point de vue? Oui, si on regarde le nombre d'heures qui sont consacrées pendant les études de médecine à la formation de l'obésité, ça varie en fonction des facs, hein. Mais c'est très petit. Réduit à la portion congrue. Très petit. Alors, il y a les heures de cours, après il y a l'opportunité ou non dans l'hôpital dans lequel on est formé d'avoir un service spécialisé, par exemple, et ce n'est pas dans tous les hôpitaux. Et est-ce que tous les étudiants passent par ce service-là? Non. Donc vous voyez Qu'est-ce que vous proposez du coup pour changer la donne? C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Je pense que la première chose que j'aimerais, c'est que les médecins et les soignants reconnaissent que l'obésité se soigne. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, on le déduit quand vous l'écoutez. Alors, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais quand on écoute les patients en consultation, il y en a... Pour lesquels c'est une fatalité. Voilà, et puis pour lesquels ils disent « mon médecin, il n'arrive pas à m'aider ». Donc, premièrement, connaître et reconnaître. Et ensuite, proposer des formations qui permettent de gagner de la compétence. Alors, ce n'est pas forcément la formation initiale, parce que dans un temps contraint, on ne peut pas forcément tout apprendre. Formation continue. Formation continue. Et puis, ce qui va sans doute être une aide, c'est toute la nouvelle organisation avec les CPTS, avec les maisons pluriprofessionnelles, où là, il y a la capacité de travailler vraiment en pluriprofessionnel. Alors, je ne suis pas médecin généraliste, mais comme on me décrit les choses, je vois bien qu'on sort de l'isolement du médecin d'il y a 30 ans ou 40 ans, qui travaillait un peu seul et qui devait tout gérer. Là, on a une possibilité de mieux faire, je crois. En tout cas, vous êtes en phase sur le besoin d'une meilleure formation. Je propose qu'on écoute les questions qui nous ont été adressées à ce stade par les personnes qui nous suivent. Je voulais savoir si l'obésité peut se soigner à tout âge. Si l'on est soigné de l'obésité vers 40 ou 50 ans et que l'on retrouve un poids normal, est-ce que cela équivaut en termes d'espérance de vie à quelqu'un qui n'a jamais été obèse? Professeur Ritz? Alors non, pas tout à fait, puisque l'obésité use les organes. Si on le dit simplement, c'est comme ça. Et plus elle arrive tôt et plus elle est importante tôt, plus le degré d'usure va être important. Plus elle va impacter l'organisme. Voilà, donc ça se cumule. Donc si à 40-50 ans, on a un IMC à 30, un tout petit peu, et qu'on arrive à corriger, l'usure va avoir été modeste. Par contre, les grandes obésités qui arrivent très tôt, on sait que des IMC supérieurs à 40 chez des gens de 20 ans, c'est 7 années de vie en moins. Donc vous voyez le niveau d'usure que ça représente. Donc le plus tôt possible,
Et il y a beaucoup d'initiatives en France aujourd'hui pour l'obésité de l'enfant. En termes de prévention, vous voulez dire? En termes de prévention, en termes de soins aussi. De soins. Ça, c'est capital. Enfin, l'enfant est... Enfin, tout le monde est capital, mais l'enfant est capital. Il faut... on ne peut pas tolérer qu'on puisse condamner des enfants en disant... moi, je me souviens de conversations à la haute autorité de santé où un pédiatre me disait... Moi, je vous parle de ça il y a 15 ans. Hein, où il me disait, mais moi, j'attends qu'il ait 18 ans. Je dis, pardon. C'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. Oui, parce qu'il entame son capital. Comme on a un capital soleil, oui. toute proportion gardée. Et lui, le pédiatre, se disait, mais moi l'obésité, je connais pas, je sais pas. Donc en fait, je vais attendre qu'il ait 18 ans, puis il va passer dans le monde adulte, et puis les médecins vont s'occuper d'adultes. Mais moi, en tant que pédiatre, je le fais pas. Ça a énormément changé. Énormément. Et Dieu merci. Mais l'avenir des enfants, c'est... Est-ce qu'on va condamner des enfants? La question, elle est là. Alors je suis dure, hein. Je suis très dure. Mais pour moi, c'est non. Ce n'est pas tolérable. Alors, on a une autre question qui nous arrive. Bonjour, l'obésité est-elle héréditaire? Ben oui. Oui et non. Il y a une partie oui, c'est-à-dire si vous héritez des mauvais gènes, enfin, excusez-moi, mauvais, des gènes, des gènes qui favorisent, oui. Eh ben, il y a une partie héréditaire. Si vous héritez d'habitude, de culture, oui, de manger de façon excessive, on va dire, de beaucoup manger, de finir son assiette, ce qu'on a connu quand on était petit, de ne pas être assez actif alors qu'on pourrait l'être, eh bien oui, il y a une part d'hérédité. Alors elle n'est pas génique là, elle est culturelle, environnementale, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une partie héréditaire. On imagine qu'on peut davantage agir sur l'hérédité en termes de comportement que sur l'hérédité en oui, termes biologiques. Par contre, il y a des obésités qui vont arriver comme ça, à un moment. Il y a certaines anomalies qui se révèlent à un moment. Il y a des grands traumatismes de la vie, oui, qui se soignent, enfin que les personnes soignent en mangeant. Puisque dans la biologie de tous les animaux, on peut gérer le stress, on peut gérer les émotions en mangeant, et en particulier en mangeant des aliments sucrés, ça a beaucoup été montré. Et donc il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement devant ces situations que de manger. Ils développent des troubles des conduites alimentaires, et là c'est plus de l'hérédité, là c'est vraiment l'épisode de vie qui génère ça. L'aliment devient un antidépresseur en fait. J'imagine.